justice, Madame la représentante de l'OMS, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Mbotenayo. Je vous remercie chaleureusement de la bienvenue que vous avez réservée à notre mission. Ceci témoigne de l'importance que vous avez accordée au contrôle du cancer au Congo. En effet, le cancer est une épidémie mondiale. En 2012, 14 100 000 nouveaux cas ont été détectés dans le monde. En 2030, ils seront 21 600 000. Le cancer tue deux fois et demi plus de gens que le VIH, la malarie et la tuberculose ensemble. Au Congo, 2200 cas de cancer sont détectés annuellement. Mais c'est un chiffre sous-estimé qui est destiné à augmenter. Avec le vieillissement de la population et la transition démographique des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles. C'est pour lutter contre cette épidémie mondiale que l'AIEA a décidé de créer en 2006 le programme d'action en faveur de la cancérothérapie. On se demande souvent pourquoi l'Agence internationale de l'énergie atomique, qu'est-ce qu'elle a à faire dans la lutte contre le cancer? Eh bien, sachez que la médecine par radiation joue un rôle fondamental dans le diagnostic et le traitement du cancer. Plus de 100 personnes travaillent à plein temps sur la médecine par radiation auprès de l'AIEA. Le pacte, donc le programme d'action en faveur de la cancérothérapie, a un programme conjoint avec l'Organisation mondiale de la santé depuis 2010. L'un des services que le pacte offre est la mission intégrée du pacte, appelée Impact. C'est la mission qu'on est couramment en train de mener au pays. Et c'est une mission conjointe entre l'AIEA, l'OMS et le Centre international de recherche sur le cancer. À la requête du pays, on visite pendant une semaine et on évalue les nécessités et les capacités du pays en termes de contrôle du cancer. On est une équipe d'experts qui suit tout le continuum du contrôle du cancer, donc de la planification du contrôle du cancer au registre, la prévention et la détection précoce, le diagnostic, le traitement, les soins palliatifs, et on y ajoute la société civile, la formation et l'entraînement, et aussi la sécurité radiologique. Donc, comme je vous disais, on va visiter différentes institutions de santé, publiques et privées, de différents niveaux, primaires, secondaires et tertiaires, et la faculté de médecine, et différents représentants de la société civile. On a déjà commencé hier nos visites au centre hospitalier universitaire et à la clinique Kogemo. On a aussi visité l'hôpital en construction de Combo. On va continuer nos visites demain à Pointe-Noire. Le dernier jour de la mission, le vendredi, on aura une première restitution à Madame le ministre de la Santé des conclusions et recommandations préliminaires de la mission. On va ensuite soumettre un rapport détaillé au pays avec des recommandations précises dans chaque domaine du contrôle du cancer. Je veux remercier le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé et le Bureau pays pour leur aide fondamentale dans l'organisation de cette mission et aussi pour le rôle fondamental qu'ils auront dans le suivi des recommandations de la mission. La semaine de la cancérologie vient de se conclure à Brazzaville et je félicite le professeur Gombe pour sa nomination à la présidence de l'ALIA. Je sais que parmi les conclusions de la semaine de la cancérologie, les priorités suivantes ont été identifiées. L'amélioration de l'offre des soins aux malades de cancer, l'institutionnalisation des réunions de concertation pluridisciplinaires et la création de protocoles de traitement, et l'organisation de la formation des ressources humaines. Je ne peux qu'insister sur l'importance de ces recommandations, auxquelles l'infrastructure de sûreté radiologique est directement liée.
Les investissements en médecine par radiation sont coûteux et pour maximiser leur efficacité, ils doivent être faits dans un cadre intégré de contrôle du cancer, qui inclut aussi la sûreté et sécurité radiologique, la maintenance des équipements et les ressources humaines. L'approbation de la loi nucléaire, la création d'une autorité de sécurité radiologique indépendante et avec des ressources suffisantes, et la ratification de l'accord complémentaire révisé de l'AIEA sont des étapes essentielles du programme de coopération technique de l'AIEA, notamment pour vous assister dans l'achat et mise en fonctionnement d'un service de radiothérapie. En 2016, l'AIEA a dédié un budget de 26 millions de dollars pour l'Afrique, dont le Congo ne peut pas bénéficier à cause du manque de l'infrastructure de sécurité radiologique. La mission Impact va se conclure cette semaine, mais ce n'est pas la fin de l'appui que le pacte, avec ses alliés, l'OMS et le CIRC, peut octroyer au pays. Une fois le rapport soumis et les recommandations prioritaires identifiées, on peut continuer à vous appuyer, notamment à travers l'envoi d'experts et l'organisation d'ateliers spécifiques. Je conclus en vous remerciant encore une fois pour l'accueil et le soutien à notre mission. Nakei. Directeur de cabinet représentant Madame le ministre de la Santé et de la Population. Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Monsieur le coordinateur de la mission conjointe Impact. Mesdames et Messieurs les représentants des différents départements ministériels, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur les conseillers des ministres ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des sociétés savantes et des confessions religieuses, chers amis de la presse, distingués invités à vos grades et rangs, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, après une semaine scientifique congolaise de cancérologie très dense et très riche en enseignements, qui vient juste de clore ses travaux, nous voici ici encore réunis autour de la lutte contre les cancers au Congo. C'est donc pour moi une grande fierté de prendre la parole au nom de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Agence internationale d'énergie atomique, AIE, et du Centre international de recherche sur les cancers, le CIRC, pour féliciter le gouvernement du Congo d'avoir placé la problématique du cancer parmi ses priorités de santé publique et d'avoir accepté la réalisation de cette importante mission conjointe OMS, AIE et CIRC. Permettez-moi de rappeler que depuis plus d'un demi-siècle, l'OMS a classé les cancers comme un problème de santé publique majeur. En effet, depuis mai 1959, à l'occasion de la 12e Assemblée mondiale de la santé, qui a adopté la résolution WHA 1240, l'Organisation mondiale de la santé, l'AIEA, ont signé un accord à travers un programme d'action de la lutte contre le cancer appelé Programme d'action de la cancérothérapie, qui est le PAC. Le PAC permet d'appuyer les pays à faible et revenu intermédiaire pour évaluer la charge de cancer, établir les partenariats nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes efficaces de lutte et de mobiliser des ressources additionnelles pour maximiser les investissements dans la médecine radiologique. Le PAC encourage l'élaboration des plans nationaux de lutte contre le cancer suivant les directives de l'Organisation mondiale de la santé et s'efforce de synchroniser les efforts déployés par l'AIEA, l'OMS et les autres partenaires. Face à l'augmentation de l'incidence du cancer dans le monde et une augmentation spectaculaire, encore en 2005, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté une deuxième résolution
World Health Assembly 58.22, et en mai 2009, elle a adopté un deuxième programme, le programme commun OMS-AIE, pour accélérer la lutte contre le cancer, particulièrement dans les pays en développement. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente mission conjointe OMS-AIEA-CIRC, dont les objectifs sont entre autres l'évaluation des capacités et des besoins nationaux de lutte contre le cancer dans tous les domaines: planification, information, enregistrement, la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic, le traitement, les soins palliatifs, l'éducation et la formation, le niveau de participation des sociétés civiles, l'infrastructure réglementaire nationale pour la sûreté radiologique, pour ne citer que cela. À ce jour, il me permet de rappeler que 85 missions impact ont été menées, dont 30 pays de la région africaine en ont bénéficié. Le Congo est donc le 86e pays à démarrer cette évaluation, à l'issue de laquelle le pays va avoir un état complet des lieux en termes de contrôle du cancer dans tous les domaines. Ceci va nous permettre de faire des choix stratégiques en maximisant l'efficacité des ressources financières et humaines qui sont déjà très très limitées. Par ailleurs, le rapport servira de faire une priorisation des interventions en se basant sur des recommandations de ces éminents experts qui sont là avec nous, et le programme qui sera élaboré sur la base de ces données solides sera plus crédible et facile à soumettre aussi bien au gouvernement pour adoption, mais aussi aux bailleurs de fonds pour leur financement. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous pouvez le constater, l'exercice que nous avons entamé exige une analyse profonde de la situation du système de santé dans son ensemble, mais aussi de la réponse nationale en matière de contrôle du cancer. Cet exercice montre clairement et à suffisance que la lutte contre le cancer n'est pas l'apanage des seules compétences du ministère de la Santé. Elle doit donc être envisagée dans une démarche systématique et globale qui implique plusieurs secteurs et plusieurs acteurs. Mesdames et messieurs les représentants des membres du gouvernement, si les trois agences autour de la mission Impact sont très motivées à apporter tout l'appui technique nécessaire, il sied de signaler que la contribution du gouvernement à travers l'implication et la coordination effective de tous les différents départements ministériels et de la société civile demeure cruciale. En effet, pour le secteur de la santé, il s'agit de considérer la lutte contre le cancer comme un élément important des soins de santé primaires, comme l'a si bien rappelé le professeur Pambon tout de suite. Et à ce titre, il doit mettre en place un programme national de lutte contre le cancer, y compris les soins palliatifs, pour une meilleure planification, une meilleure mise en œuvre et un bon suivi et évaluation avec des ressources humaines dont les compétences pourraient être renforcées par le pacte. De doter les hôpitaux spécialisés de technologies sécurisées de prise en charge radiologique des cancers tels que les accélérateurs linéaires de radiothérapie, de mettre en place la coordination intersectorielle efficace et fonctionnelle et de renforcer la surveillance épidémiologique. Pour le ministère de la Justice, il s'agit de mettre en place tous les outils de réglementation dont la loi et l'autorité indépendante de réglementation qui définira des actes d'électroradiologie médicale nécessaires et de faire tout pour que ces outils et toutes ces lois soient bien respectés. Pour le ministère de l'Éducation et de la Recherche, il s'agit de développer des plans de formation des ressources humaines spécialisées dans la prise en charge de la radiothérapie, de développer des plans de recherche sur les nouvelles approches de prise en charge du cancer, y compris la sécurité des patients, mais aussi des professionnels. Pour le ministère du Budget et des Finances et pour le Parlement, il s'agit de doter et de voter une ligne budgétaire pour la mise en œuvre des activités de lutte
pour le cancer, sans lequel nous ne pouvons pas du tout avancer. Pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il s'agit d'accélérer la mise en place de l'assurance maladie universelle, gage d'un accès équitable aux soins, particulièrement aux plus démunis et qui sont souvent les malades du cancer. Pour les sociétés civiles et celles savantes, il s'agit de s'impliquer aussi bien en amont qu'en aval de la prise en charge à travers la sensibilisation, la promotion, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, la protection, le soutien et l'accompagnement. S'agissant des sociétés industrielles, il s'agit de mettre en place toutes les mesures de surveillance, de contrôle et de protection contre l'émission de substances potentiellement cancérigènes. Mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi encore une fois de traduire toute notre reconnaissance aux efforts très remarquables et louables du gouvernement à travers la présence de tous les représentants de ces ministres dans la lutte contre les maladies transmissibles, non transmissibles en général et sur la prévention et le contrôle du cancer en particulier. La présence de différents ministres durant la semaine dernière et leurs représentants ici et durant toute cette semaine en est bien un témoignage. Nous réaffirmons quant à nous la disponibilité de ces trois agences, l'OMS, l'AEA et le CIRC, à accompagner le pays dans notre noble mission, qui est la nôtre tous commune, une mission commune, à savoir améliorer la prévention et la prise en charge du cancer. Ensemble, engageons-nous tous à servir notre continent au meilleur de notre capacité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la ministre de la Santé et de la Population, mes chers collègues, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en République du Congo, Monsieur le coordonnateur de la mission conjointe Impact au Congo, distingués experts, Mesdames et Messieurs, je me permets ce matin, sinon en début de cet après-midi, au nom de Monsieur le ministre de la Justice, des droits humains, de la promotion des peuples autochtones empêchés, de vous délivrer le message ci-après. Je cite. Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord adresser mes vifs remerciements à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour avoir si favorablement répondu à la requête du Congo présentée lors de la 60e conférence générale sur la réexportation et le changement des deux sources d'énutrie et de la tenue d'une mission Impact au Congo-Brazzaville. Aussi voudrais-je continuer à croire que d'autres requêtes formulées trouveront également leur réponse au moment le plus opportun, notamment les requêtes relatives à l'organisation à Brazzaville de la première conférence régionale sur la sécurité nucléaire et de l'intégration de Brazzaville comme l'un des centres de l'organisation des ateliers, réunions, formations au niveau régional et sous-régional sur les activités de sûreté et de sécurité nucléaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons que l'usage des applications nucléaires procure un grand bénéfice et permet le développement. Un développement significatif en ce qui concerne notamment la santé, puis sur d'autres secteurs tels que l'agriculture et l'élevage, la recherche scientifique, l'industrie et l'enseignement. Et cependant, le monde entier demeure préoccupé et vulnérable au risque des incidents et accidents radiologiques et nucléaires qui adviennent si souvent car l'utilisation des applications comporte des risques majeurs dont l'exposition au rayonnement ionisant. La mise en place d'un cadre réglementaire de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire qui s'arrime aux exigences internationales pour cela est absolument indispensable et demeure l'outil approprié pour une protection contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. L'établissement des mesures de contrôle réglementaire efficaces et continues
et d'un programme réglementaire nucléaire en général, et pour la protection radiologique des expositions médicales en particulier, demeure une vive nécessité pour la protection des patients, des personnes et de l'environnement. Et enfin, la promotion d'une culture de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire est un moyen absolument efficace pour réduire les risques de survenance des incidents et des accidents au quotidien. En ma qualité de ministre de la Justice, responsable de la législation et de la réglementation nucléaire, j'aimerais ici vous rappeler que la République du Congo demeure plus que préoccupée sur la question de la réglementation des applications nucléaires en général et médicales en particulier, pour la protection aussi de sa population et de son environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Pour cela, j'aimerais vous informer que la République du Congo vient d'achever le processus d'élaboration de son avant-projet de loi portant réglementation de l'utilisation des applications nucléaires en collaboration avec l'AEA afin de réglementer toute activité de promotion des applications nucléaires et de protéger les personnes, les usagers et l'environnement aquatique, terrestre et atmosphérique contre les effets nocifs, dis-je, des rayonnements ionisants. Cet avant-projet de loi, qui est établi dans le respect des normes et des principes internationaux, couvre l'ensemble des domaines en matière de réglementation, dont la radioprotection, qui est un point majeur dans la lutte contre le cancer. Mesdames et messieurs, la législation congolaise qui se renforce davantage dans ce domaine vise à créer un dispositif et des mécanismes qui permettraient de veiller à une application effective de cette réglementation par l'établissement d'un organisme de réglementation indépendant de toute entité de promotion et d'exploitation afin de permettre au Congo d'honorer tous ses engagements internationaux en la matière. Je dois aussi rappeler que le gouvernement de la République du Congo continue d'apporter son soutien politique au code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et souhaite plein succès aux travaux de la réunion internationale des experts juristes et techniques relative à ce code qui aura lieu très prochainement, les 27 et 28 juin 2017, au quartier général à Vienne. Le gouvernement de la République du Congo accélère actuellement le processus de ratification de différents instruments internationaux en matière de sûreté, de sécurité nucléaire et de non-prolifération, ainsi que le traitement des documents reçus à la 60e conférence générale. Mesdames et messieurs, étant donné que le développement ne peut passer sans l'usage des technologies et des techniques, des applications nucléaires, un second avant-projet de loi en matière de promotion des applications nucléaires est prévu. Il sera élaboré dans un contexte plus inclusif, en y faisant participer tous les départements en charge de la promotion et de l'usage de ces applications techniques et technologiques. Je suis fort convaincu que la présente émission Impact est une porte ouverte pour les avancées significatives, tant dans le domaine de la lutte contre le cancer, dans l'enrichissement des compétences de nos experts, dans les domaines de la santé, de la sûreté nucléaire et radiologique. J'aimerais souligner que la République du Congo soutient les projets réalisés par l'AEA au quotidien dans le développement des différents domaines réglementaires, dont les recommandations, les guides et les normes dans les domaines de sûreté et de sécurité nucléaire qui permettent aussi aux États membres de bien cerner et d'œuvrer dans la problématique de la protection des personnes et de l'environnement. Le Congo reste ouvert à toute coopération avec l'AEA en vue de développer le cadre réglementaire et législatif tant au niveau national, sous-régional que dans la région africaine. Pour conclure, je voudrais souhaiter encore une fois, et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de son gouvernement, la bienvenue à l'équipe de la mission Impact au Congo. Je reste fermement convaincu, encore une fois,
que votre séjour et vos travaux de la présente session seront grandement fructueux. Je souhaite plein succès donc à vos différents travaux et visites de terrain dans les différentes structures à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ainsi, je clôt mon propos. Fin de citation. Je vous remercie. Monsieur le directeur de cabinet, chers collègues, Madame la représentante de l'OMS au Congo, Monsieur le coordonnateur technique de la mission Impact AEA, Monsieur l'inspecteur général de la santé, Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, Mesdames et Messieurs, après ces trois allocutions qui nous ont précédées, il ne reste plus qu'à préciser le fond de la mission, tout au moins la réponse institutionnelle qui sous-tend cette mission, à savoir l'engagement que nous avons pris pour une réponse institutionnelle ferme et objective. Le directeur du cabinet du ministre de la Justice vient de le dire, c'est la promulgation de la loi sur la sûreté nucléaire, mais également pour une réponse institutionnelle sur le plan sanitaire, à savoir la promulgation du décret portant création du programme national de lutte contre les cancers. Ces deux préalables-là sont, comme nous le savons maintenant, le socle pour que cette coopération bilatérale soit soudée. C'est ainsi que, au nom de Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population, qui aurait aimé être là elle-même pour dire avec beaucoup de fermeté et de rigueur les propos du ministère, du ministère dont elle a la charge, je déclare ouverte la mission technique de l'AEA et Impact. Je vous remercie. Alors, après une semaine extraordinaire de la session CESCOCAN, où nous avons abordé de façon importante les problèmes liés à la prévention des cancers en Afrique, au Sud-Sahara. Voilà, nous voilà encore de nouveau dans cette salle pour parler encore des cancers. Ça veut dire que le sujet est important. Ça veut dire que le gouvernement s'est approprié la problématique des cancers au Congo. Comme on le sait tous aujourd'hui, que nous sommes tous aujourd'hui là experts, les cancers sont des affections qui font des noms et prénoms différents. Parce qu'ils évoluent de façon différente, parce qu'ils ont des pathologies différentes, parce qu'ils sont traités de façon différente, parce que les symptômes sont différents. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu des avancées considérables qui ont été réalisées dans le domaine de la cancérologie. Avancées essentiellement liées à l'imagerie médicale, puisqu'aujourd'hui on parle de l'étude nucléaire à travers le PET-scan, qui est devenu un élément incontournable dans non seulement l'évaluation des cancers, mais également la surveillance des traitements. Il y a eu des avancées considérables en matière d'anatomie pathologique, notamment l'immunohistochimie, qui a fait l'objet d'une matinée pendant la CESCOCAN. Comme vous le savez, on est passé de la morphologie au terme de diagnostic pour aller un peu plus loin, pour avoir des informations plus pointues, pour nous aider non seulement à diagnostiquer au plus près les malades, mais à donner les traitements les plus appropriés. Comme vous le savez, dans les années à venir, le traitement du cancer ne sera plus donné de la même façon à tout le monde. Chacun d'entre nous, je ne suis la personne, qui aura un cancer, sera traité de façon personnalisée. Donc ça veut dire qu'il y a eu une évolution considérable. Malheureusement, l'Afrique au sud du Sahara n'a pas su capter cela. On a du mal à s'arrimer à la modernité, on a du mal à s'arrimer à l'innovation. Alors, quelques chiffres, avant que les nations ne prennent la parole. On a commencé à traiter les cancers à Brazzaville en 1975. On a mis en place une unité de cobaltothérapie qui a fonctionné jusqu'en 88 avec des pauses, puisque la source s'épuisait, et puis la renouveler. En 81, le professeur Gondouin Balawa est rentré de France et il a créé le premier service de cancérologie au CHU de Brazzaville, à l'époque de l'hôpital de Brazzaville. Et moi, quand j'ai fait mes études de médecine en 1983, j'intègre cette équipe. Et puis, un an plus tard, je suis parti à l'ULB en Belgique pour faire la formation de cancérologie.
En 1996, nous avons créé le premier registre des cancers dans la ville de Brazzaville. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait le registre des cancers. Et depuis 1998, nous formons des oncologues médicaux au sud du Sahara. Alors, de janvier 1996 à 2016, nous avons répertorié 4164 hommes, 6236 femmes, 5035 enfants de 0 à 14 ans atteints de cancer. Les 5 premiers cancers chez l'homme sont celui de la prostate, 1334, suivi du cancer du foie, 911 cas, le côlon, 257 cas, et puis on fait le dernier, le cardiologie, 108 cas. Chez la femme, il y a quelques années, le cancer du col de l'utérus, c'était le premier cancer. Mais depuis que nous avons instauré le dépistage depuis une dizaine d'années, le cancer du col de l'utérus a reculé. Donc il est maintenant en deuxième position. Donc, premier cancer de la femme, celui du sein, celui du col de l'utérus, on fait le foie, le verre et le côlon rectal. Chez les enfants, oui, les enfants représentent à peu près 4% des cancers à Brazzaville. Il faut dire que ces chiffres donnent une tendance. Ils sont forcément biaisés parce qu'ils ne concernent que la ville de Brazzaville. Or, le Congo, ce n'est pas Brazzaville. Le Congo, c'est un ensemble de villes et de villages. Donc, ce que nous vous donnons, c'est là où il y a des acteurs qui gèrent au quotidien les patients porteurs de cancer. Donc, vous voyez le premier cancer chez l'enfant, c'est le rétinoblastome, celui du néphroblastome et les leucémies. Alors, pour gérer les cancers, il y a ce que nous appelons le contenant et le contenu. Le contenu sont les ressources humaines. 26 spécialistes ont été formés à l'école de cancer de Brazzaville. Parmi ces 20 spécialistes, il y a 11 Congolais, dont 200 à la retraite toujours. 4 Ivoiriens ont été formés, 3 Camerounais, 2 Burkinabés, 2 Centrafricains, 2 Gabonaises, 1 Sénégalais, 1 Béninois, 1 Guinéen. Et actuellement, nous avons dans le service 1 Malien en formation et 6 Congolais. Donc vous voyez que l'école de Brazzaville a quasiment formé tous les oncologues au Sud-Sahara et je suis fier de voir parmi l'équipe des experts une de mes élèves qui est le docteur Dinabel. Vous voulez qu'on l'applaudisse? Alors, quand on prend les ressources du Congo, les 11 Congolais formés, les 11 Congolais oncologues, j'ai bien dit qu'il y en a 2 qui sont à la tête, actuellement il y en a 5 au CH. 2 à Pointe-Noire, 2 concernant l'hôpital de Makele-Kele, un hôpital de central des armées et un hôpital de la Congo. L'idéal serait qu'on réunisse tout ce monde-là sur un même pôle et pour créer ce que nous appelons, nous, la conception avancée de cancérologie. Parce qu'il n'a aucun intérêt à être cancérologue seul dans un centre, parce qu'on peut faire la conception seul, c'est possible. Seul, on est mort. Donc le combat que je veux mener, c'est parce que madame la ministre n'est pas là, c'était d'affecter tous ceux qui sont à Makele-Kele, à l'hôpital militaire, à l'hôpital de la Congo, au CHU, pour que nous densifions le pôle, pour que nous mettions en place des petites équipes qui vont aller à Makele-Kele, aller à Kilou, aller à Drangaï, aller au plus près des malades, pour que nous n'attendions plus longtemps avant que les malades nous arrivent. Parce que, comme vous allez le voir à travers les choses du docteur Bolega, les patients arrivent à des stades avant la maladie. C'est ce combat-là que nous voulons mener. Moi, je sers de transition, c'est-à-dire qu'il y a eu un ancien hier, il y a des jeunes qui arrivent sur le terrain, dans 2 ans, je crois que je vais laisser la main, je vais faire autre chose, avec un avocat de faire la médecine, ça ne m'intéresse plus du tout. Diapo suivant. Alors, avant de passer la parole au docteur Bolega qui va continuer la conférence, je voudrais dire que nous sommes malheureusement très heureux. Nous sommes les pionniers en Afrique centrale, en Afrique noire. Malheureusement, le Congo n'a pas pu capitaliser ce qu'il avait fait. Quand je vois des pays comme le Burkina Faso qui vont avoir un centre anticancéreux, alors que ce sont nos élèves à nous. Quand je vois la Côte d'Ivoire qui va avoir un centre anticancéreux avec des récepteurs de particules, ce sont nos élèves à nous. Quand je vois le Gabon qui est un petit pays qui a des récepteurs de particules, je dis que le point est posé. Que je le sais, nous avons les mêmes revenus. Je ne suis pas un homme politique, mais je voulais faire observer qu'avec ce que nous avions engrangé comme avant hier, on aurait pu tendre vers son anticancéreux. Donc je vais maintenant passer la parole au docteur Bolega et je reviendrai à la fin pour conclure, pour vous montrer ce qu'on peut faire comme personne. Le cancer est une maladie grave. C'est la deuxième cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Au Congo, son incidence est de 700 nouveaux cas annuels et le taux de mortalité est de près de 65%. Le malade que nous recevons dans 65% des cas est décédé.
Et le plus souvent, c'est des malades qui arrivent à des stades avancés à la première consultation. Et évidemment, cela cause des difficultés dans la prise en charge. Alors, comment faire le diagnostic? Il faudrait savoir déjà que le cancer n'a pas un signe particulier, où quand la personne présente ceci, on sait évidemment que c'est un cancer. Et donc, le plus souvent, le cancer il est diagnostiqué de façon fortuite, lorsqu'on fait le bilan de cette maladie, parce qu'évidemment, comme je le dis, on a des signes pathognomoniques. Et on peut de fois découvrir un cancer lorsqu'il est déjà disséminé avec des localisations à distance, on appelle métastase, ou lorsqu'on peut, dans un bilan, avoir des marqueurs tumoraux qui sont élevés, l'exemple de ça, chez les hommes. Alors, il y a, malgré tout, 7 indices que l'OMS a essayé de regrouper sous l'acronyme INDICE, au pluriel, qui peuvent nous orienter vers la suspicion d'un cancer. Donc, on a le I, qui est la première lettre de l'indice au pluriel. Donc, ça veut dire induration d'une partie du corps de l'organe. On peut avoir un module dormicien dans ce moment où on est abdominal. On peut avoir des difficultés à avaler, des difficultés à parler, à respirer, des difficultés à digérer. On peut avoir une irritation au corps. On peut avoir le changement d'aspect de la peau, une peau orange. On peut avoir une tache de naissance qui commence à changer, qui commence à déranger, qui augmente de taille. Donc ce changement d'aspect peut orienter vers un cancer. À ce moment-là, il faudrait forcément aller en consultation. On peut avoir un saignement anormal. Et là, il faudrait noter que le seul saignement qui est normal, évidemment, ce sont les menstrues chez la femme, qui n'est pas ménopausée. Et donc, lorsqu'une dame présente un saignement médical alors qu'elle est déjà ménopausée, à ce moment-là, il faudrait quand même faire un cours au médecin, soit un saignement nasal ou un saignement digestif. Donc, on parle d'un saignement digestif du haut appareil ou du bas appareil. Alors, toujours dans le diagnostic, il y a des examens morphologiques qui nous permettent de mettre en évidence un cancer. Il peut s'agir de la radiographie du thorax, du sein, des os, de l'abdomen sans préparation. On peut faire des échographies sur plusieurs sites, on peut particulièrement l'abdomen pelvis. On peut faire le scanner IRM. Et j'ai essayé de souligner le scanner IRM parce qu'actuellement, ces examens ne se font plus parce qu'il y a des petits problèmes techniques. Alors, vous voyez en rouge, j'ai mis le PET scan et la scintigraphie. Évidemment, on est vraiment dans la médecine nucléaire. On aimerait vraiment avoir ces outils pour nous aider dans le diagnostic convenable du cancer. Malheureusement, quand je mets en rouge, c'est parce que il n'y en a pas et on aimerait vraiment arriver à ça. Et il y a des marqueurs tumoraux qui peuvent nous aider aussi dans le diagnostic. Voilà. Alors, la certitude diagnostique est donnée par l'histologie. On fait une biopsie, on essaie de faire un examen microscopique, donc la morphologie, pour avoir le diagnostic. Tout à l'heure, il faut savoir quand on a dit les cancers, on a déclenché des traitements. Et pour connaître ces noms et prénoms des cancers et avoir un traitement personnalisé, il faudrait faire certains examens beaucoup plus spécifiques comme l'immunohistochimie et la biologie moléculaire qui permettent d'apporter d'autres types de traitements qui pourront aider le patient. Et après un diagnostic, il faudrait évidemment faire une examen d'extension pour pouvoir classifier le cancer. Alors, il faudrait savoir qu'il est beaucoup plus utile de faire un diagnostic précoce, car à ce moment les résultats sont meilleurs dans les tumeurs T1 et T2 que dans les groupes des tumeurs beaucoup plus évolués qui sont les tumeurs T3 et T4. Alors, sur le traitement, il faudrait savoir que. Le traitement au pays, au fait, a une multidisciplinarité qui associe plusieurs spécialistes dans plusieurs disciplines. Et on a 3 axes majeurs dans la prise en charge des cancers. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie et il y a le traitement médical spécifique. Alors,
Le traitement a pour but d'être le plus efficace possible, le mieux toléré possible, en particulier avec moins de séquelles, et en fait d'être le moins cher possible. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Congo. Et ce dernier aspect ne doit pas être négligé et sans doute destiné à avoir une importance. L'efficacité est définie par la possibilité de guérison, mais aussi la possibilité d'obtenir un effet palliatif vacant. Il y a l'influence des différentes méthodes thérapeutiques pouvait se repartir d'une façon où on a 100 cancers, et dans les 100 cancers, on a 22 qui pouvaient être guéris à 5 ans par la chirurgie, 12 par la radiothérapie, 6 par la chirurgie associée à la radiothérapie et 4 par la chimiothérapie associée ou non à la chirurgie ou associée ou non à la radiothérapie. La chirurgie peut être curative, conservatrice ou radicale, et elle peut aussi être de réparation. Donc les dames pour lesquelles on fait une mastectomie, donc on enlève tout le sein, on peut aussi faire une reconstruction de ce sein. Et il faut aussi savoir qu'en partie, non seulement le volet curatif de la chirurgie, mais la chirurgie peut aussi être palliative, surtout des chirurgies de propriété. Mais malheureusement, je me mets encore en rouge, c'est vrai que nous avons quelques chirurgiens qui essaient de nous aider dans la prise en charge des cancers, on manque vraiment de spécialistes, donc d'oncochirurgiens, ceux qui sont forts pour prendre véritablement, pour opérer véritablement les cancers. La radiothérapie peut être curative, palliative, cela fait appel à la radiothérapie externe, donc on avait la radiothérapie et à la curithérapie. Et il faudrait savoir que depuis un petit moment, la source est périmée, donc nous ne faisons pas de radiothérapie, ce qui est triste parce que vous voyez que la radiothérapie est un moyen important dans la prise en charge thérapeutique des cancers. Et nous avons beaucoup de cancers qui ont besoin de la radiothérapie, donc beaucoup de gens qui ont besoin de la radiothérapie. Ils sont obligés d'être évacués à l'extérieur pour bénéficier de ce traitement qui, pourtant, peut se faire au travail. Sur le plan du traitement médical spécifique, nous avons la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Malheureusement, pour la thérapie ciblée et pour l'immunothérapie, on en a pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi parce que nous n'avons pas des méthodes ici à Brazzaville, donc la biomoléculaire immunohistochimie, pour pouvoir faire un diagnostic qui permet de donner ces traitements à nos malades. Et donc, le traitement de chimiothérapie peut être utilisé à but curatif, seul ou en association avec d'autres modalités, la chirurgie ou la radiothérapie. Et on peut utiliser une seule bloc ou plusieurs. On va dire en conclusion qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites sur le plan du diagnostic, du traitement et de la surveillance des cancers. Et le but ici est d'améliorer la prise en charge à Brazzaville en s'appuyant véritablement sur la conception pluridisciplinaire. Je vous remercie. Alors, quand on écoute le Dr Molenga, deux choses nous frappent. Premièrement, des difficultés de diagnostic. Deuxièmement, des problèmes de traitement. Pour votre information, le SMIC au Congo est de 150 €. Le jeune médecin congolais qui commence à travailler touche entre 300 et 150 €. Le coût d'une chimiothérapie de base est de 450 €. Il n'y a pas d'assurance maladie, donc vous voyez la difficulté des familles à gérer les malades. Donc, les malades peuvent commencer le traitement, au bout de 2 cures, ils s'essoufflent, et puis il y a quasiment plus. Donc, c'est un premier problème. Deuxième problème, les problèmes de diagnostic. Le Congo a 3 anatomopathologistes, dont un à la retraite. Il ne nous en reste que 2. Parmi les 2, il y en a un, bon, je ne dis pas qu'il s'est planté, mais non, c'est un travail important. Il est directeur de cabinet de la ministre. Le combat qui est le mien, c'est de le ramener à l'hôpital pour qu'il ait très bien malade. Les samedis et les dimanches, il viendra venir, il est là. Donc, on n'a qu'un seul pathologiste au CH de Brazzaville. Le monsieur est débordé. C'est pour cela que, en matière de dépistage des violences cancéreuses, on a fait l'effort de ne plus faire les frottis. M. Namouré qui était dans la salle, on fait l'IVL, l'IVL, comme vous savez le faire bien. Dans le service, ce sont les jeunes qui le font. Et le deal aujourd'hui,
c'est d'arriver à sortir le dépistage précancéreux du CHU pour l'amener vers les centres périphériques, c'est-à-dire au niveau des dispensaires, ce qu'on appelle des CIC. Madame la ministre n'est pas encore là, c'était l'occasion de lire, Madame la ministre a besoin des moyens pour mettre en place ce projet. Donc, un impact difficile, traitement difficile, et quand vous avez ces éléments importants qui manquent, il est urgent de parler de guérison des cancers chez nous. Les grands convois au Congo-Brazzaville sont les mêmes convois en Afrique au sud du Sahara. Vous allez au Sénégal, vous avez les mêmes convois. Vous allez au Cameroun, chez mon ami Pondom, je crois que même la relève est fermée. Je vais chez Mouélé, il y a un Mathusalem qui est là-bas, je crois qu'il faut le jeter, c'est le courage. Vous voyez, donc partout, on a les mêmes problèmes. Donc, c'est un bonheur que de voir l'émission Impact, parce que je suis convaincu qu'au sortir d'ici, après nos discussions, dans un mois, on peut dire, vous allez commencer à nous aider pour les accélérateurs de particules. Maintenant, je voudrais passer la parole au Dr Moué-Pala pour qu'il aborde le problème le plus important de ce matin, sur la radiothérapie. Vous voyez, il a été formé au Maroc sur des accélérateurs de particules. Il revient au Congo, on lui fait travailler sur un Mathusalem, qui est le cobalt. Donc, il se débrouille comme il peut. Et puis, au bout d'un an, la suite est brisée. Et depuis 2 ans, il est au chômage technique. Heureusement qu'il y a une base en congé médical, il est dans notre service. Mais à côté de lui, il y a 3 physiciens. J'ai peur qu'on ait les là. Parce qu'ils sont recherchés, les physiciens. Attention à vous, les physiciens, ne quittez pas le pays. Parce que je vous alerte. Donc maintenant, mon cher ministre, je vais te passer le micro pour que tu nous déroules le problème de la radiothérapie. Il faut en profiter parce que la mission là, elle est là pour ça. Merci, cher maître. Alors, nous sommes honorés d'avoir le privilège de vous présenter ce matin les problèmes de la radiothérapie, notamment cancer et la radiothérapie au Congo. Nous nous sommes posé la question où en sommes-nous. Pour dérouler notre intitulé, nous allons utiliser le plan ci-après. Alors, comme le savons tous que le cancer est une maladie grave, naturellement, il pose actuellement le véritable problème de santé publique. Le diagnostic dans notre contexte se fait le plus souvent à un stade tardif et la prise en charge est insuffisante par défaut de radiothérapie. Il faut rapidement dire que 3 malades sur 4 diagnostiqués du cancer sont éligibles à la radiothérapie. Et la radiothérapie intervient à un moment donné de l'évolution de la maladie, soit au début, soit au milieu et même pendant la phase métastatique. 2 techniques essentielles en gros sont utilisées. Il y a une technique dite conventionnelle ou classique qui fait appel à la cobaltothérapie. Il s'agit d'une technique qui actuellement devient obsolète et qui a laissé la place depuis un certain moment à une technique conformationnelle qui fait appel aux accélérateurs de linéaire. Et il faut dire qu'au niveau des accélérateurs de linéaire, beaucoup des avancées ont été faites. Actuellement, il y a la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. Il y a la radiothérapie conformationnelle guidée par l'imagerie. Vous voyez que ce sont des avancées très importantes et nous devons faire des efforts pour y arriver. Concernant la situation de la radiothérapie au Congo, on a dit que la radiothérapie existe depuis 1975, mais il faut noter que son existence administrative date de l'année 1990 grâce à une note de service qui a été signée par le ministre de l'époque qui donnait une autonomie fonctionnelle et organisationnelle de ce service. Mais c'est quoi la radiothérapie? Il s'agit d'un traitement médical qui fait appel au rayonnement ionisant, peuvent être les rayons X, gamma ou électrons, pour traiter les cancers afin d'obtenir une rémission complète. Cette radiothérapie vise 2 buts essentiellement. Le premier, celui de détruire les cellules cancéreuses au niveau de l'organe cible. Et le deuxième, très important, est celui de protéger les tissus sains, c'est-à-dire les structures avoisinantes de l'organe. Et cela se fait efficacement avec les accélérateurs linéaires. Quelle est la situation actuelle de notre pays? Alors, du point de vue infrastructure, nous avons un seul appareil de cobaltothérapie au niveau du CHU de Brazzaville, de marque Teratron 787. C'est une machine qui nous a été fournie par une société canadienne de Nordion. Et cet appareil est muni d'une source radioactive du cobalt-60 qui émet les rayonnements gamma avec une énergie faible, moyenne de 1,25 mV. Et la source qui permet de faire fonctionner cette machine doit être renouvelée tous les 5 ans.
Donc nous vous présentons ici, c'est un peu flou, l'unique machine de cobaltothérapie qui se trouve au CHU qui est actuellement en panne. Et je vous présente quelque chose. Constatez avec moi ici, ce matériel, c'est ce qu'on appelle le collimateur. En temps normal, il doit être fixe, il ne doit pas bouger, parce que lorsque nous faisons des traitements, nous faisons la rotation du bras de cette machine, et actuellement, ce collimateur bouge. C'est ce qui fait que, bien avant l'expiration de la source, nous avons arrêté les traitements pour espérer réparer cela. Mais actuellement, comme nous l'avons dit, l'enjeu c'est l'acquisition des accélérateurs linéaires, puisque cette machine nous pose énormément de problèmes. Alors, quelles sont les limites de cet appareil? Il est intéressant que vous sachiez, il s'agit d'un appareil mono-énergie, c'est-à-dire qu'il y a une seule énergie de rayonnement, qui est de 1,25 MeV, alors que les accélérateurs ont plusieurs énergies. La difficulté avec l'unique énergie, c'est que vous êtes assez, plus ou moins efficace avec les cancers superficiels, que vous ne pouvez pas traiter les cancers profonds, tels que les cancers du col de la prostate, avec cette machine. Nous avons un seul rayonnement, et le rayonnement signifie que les rayons gamma qui sont utilisés de cette machine ont une limite d'action du point de vue profondeur d'action, et ça fait que les cancers profonds et les cancers ovaires posent d'énormes problèmes. Avec cette machine, nous avons une mauvaise protection des tissus sains. Je vous ai dit que deux buts essentiels étaient dédiés à la radiothérapie. En dehors de la rémission complète, qui consiste à détruire les cellules, il faut protéger au maximum des organes sains, des organes avoisinants. Et avec le cobalt, on a assez de problèmes. Et il faut naturellement, tous les 5 ans, renouveler les sources radioactives. C'est ce qui pose énormément de problèmes de budget. Et donc, depuis un certain temps, depuis les années 90, la radiothérapie à base de cobaltothérapie est supplantée par les accélérateurs linéaires. Et actuellement, les pays développés n'ont pratiquement plus de cobaltothérapie. Et nous sommes en train de faire un plaidoyer dans ce sens pour que nos partenaires qui sont ici nous aident à avoir des accélérateurs linéaires. Les difficultés actuelles, nous l'avons dit, notre machine a fonctionné et est tombée en panne à partir du mois d'août de l'année 2015 à cause de la mobilité du collimateur que je vous ai montré. Nous n'avons pas un simulateur scanner. Le simulateur scanner est une machine comparable à la machine du traitement qui permet de faire une simulation, un traitement à bloc avant de reproduire le traitement proprement dit sur le malade. La source radioactive est dénutrée naturellement depuis, puisque le dernier renouvellement a eu lieu en 2008, alors qu'il fallait renouveler la source 5 ans plus tard. Nous n'avons pas non plus de matériel de contrôle de qualité, des matériels qui permettent aux physiciens médicaux, qui sont mes collaborateurs immédiats, qui nous permet de faire la dosimétrie, la préparation des calculs, la conformation, et ça leur permet aussi de surveiller la machine, de faire des contrôles sur la machine. Ils n'en ont pas. Et nous n'avons non plus de dosimètre. Nous sommes un personnel qui a vraiment travaillé pendant près de 13 mois sans dosimètre. Seul Dieu sait quelle dose avons-nous reçue durant le temps que nous avons travaillé. Nous étions exposés et personne n'est capable de dire à quel seuil, et c'est sûr que ça serait à titre posthume qu'on viendra nous mettre. Alors, nous vous présentons la machine juste pour montrer l'évolution. La cobaltothérapie à gauche, à votre droite, là où il y a la machine en blanc, c'était l'ancienne machine. Et ce que nous avons hérité, c'était, on appelle ça une cobaltothérapie évolue. Parce que ça permettait de limiter plus ou moins les dégâts sur les tissus sains. Mais actuellement, et même la cobaltothérapie évoluée est dépassée. Suivant. Alors, concernant les ressources humaines, nous avons un seul médecin radiothérapeute, nous avons 3 physiciens médicaux et nous avons 4 manipulateurs. Ça, c'est l'équipe qui nous a permis de travailler pendant 13 mois lorsque nous sommes rentrés au pays. Alors, donc sur le plan pratique, il est important que vous sachiez, nous avons travaillé de juillet 2014 en août 2015, soit pendant 13 mois, et pendant ce temps, nous avons irradié 93 malades. Les localisations étaient essentiellement les cancers de sein, de col de l'utérus, de l'endomètre et quelques cas
des métastases osseuses, des cancers de la prostate. Et depuis le mois de septembre 2015, lorsque nous avons arrêté, jusqu'au mois passé, donc depuis 18 mois, nous avons posé l'indication de radiothérapie à 126 malades. Il est important que les autorités comprennent cette partie. Sur les 126 malades qui devraient être éligibles à la radiothérapie, seuls 16 patients ont pu bénéficier de ce traitement parce qu'ils devraient se rendre à l'étranger à leur propre frais. Vous voyez, plus d'une centaine de malades n'ont toujours pas été traités. Et ça encore, ce sont des malades qui sont venus directement nous voir. Il y en a d'autres qui se rendent dans les centres périphériques. Et depuis l'avant leur donne l'information que la radiothérapie n'est pas fonctionnelle. Donc ces malades-là ne sont pas compris. Ce qui pose le véritable problème de la radiothérapie. Et donc je voudrais que nos partenaires comprennent que nous sommes vraiment dans le besoin et que le gouvernement nous accompagne pour que nous ayons enfin des accélérateurs linéaires qui vont nous permettre de traiter tout type de localisation cancéreuse. Alors, regardez ce que nous avons eu à faire avec ce que nous avions. Nous avions par exemple, pour titre d'illustration, cette dame de 47 ans qui avait un cancer du col de l'utérus. En l'absence du simulateur scanner, qui est une machine qui permet de faire la simulation, nous faisons des clichés standards. Et ce cliché, c'est une radiographie du bassin. Et après, vous voyez ici, là où j'ai mis en rouge, c'est le corps, là où il y a la tumeur. En bas, nous faisons des dessins grâce à la connaissance de la radioanatomie. Vous avez la paroi vaginale ici. Ah, voilà. Ça marche. Il y a la paroi vaginale, vous avez la vessie un peu plus en haut, le rectangle, et nous mettons des caches latéralement, là où c'est assuré, c'est pour protéger au maximum les têtes fémorales de façon latérale, et en haut, nous protégeons les onces intestinales qui peuvent entrer dans le champ d'irradiation. Et lorsque nous faisons ceci, nous rapportons cela sur la peau du malade avec les repères osseux et nous traitons. Alors, donc, notre plaidoyer actuellement et le combat que nous menons, c'est de nous aider à acquérir des accélérateurs de particules, qu'on appelle aussi accélérateurs linéaires, qui est une machine plus sophistiquée, plus évoluée que le cobalt, avec plusieurs rayonnements et plusieurs énergies, puisque cette machine nous permettra de traiter les cancers superficiels et les cancers profonds. Alors, j'ai reproduit cette image pour vous montrer cette dame qui a été traitée avec la machine que nous avions. Et si elle a été traitée avec l'accélérateur linéaire, regardez ce que nous aurions. Le simulateur scanner devrait nous donner les images scanner et à partir de ces images, avec des couleurs différentes, le radiothérapeute fait le contourage minutieux, organe par organe. D'abord la tumeur, malheureusement le pointeur ne marche pas. Il y a la tumeur, il y a la vessie, le rectum et les paramètres. Et ensuite, avec le logiciel qui se trouve au niveau de la machine, nous donnons des doses précises au niveau de chaque organe en insistant sur une dose tumoricide qui permettra de traiter efficacement la tumeur. Et là, vous avez le vagin. Ici, c'est l'utérus. Nous avons la vessie. Et ça, c'est le rectum. Et ici, vous avez l'aire ganglionnaire, les iliaques internes et externes. Et quand nous le faisons au niveau de la machine, nous donnons à chaque organe contouré une couleur spécifique. Et avec l'aide des physiciens, nous faisons la dosimétrie en précisant les doses qu'il faut au niveau de la zone cible et ensuite les seuils à ne pas dépasser au niveau des organes à risque. Parce qu'en matière de radiothérapie, la précision est de mise. Un sous-dosage va compromettre la stérilisation, donc la guérison, et un surdosage va favoriser les complications au niveau des tissus sains, donc les organes à risque. Donc cette radiothérapie est un compromis entre le contrôle local et les toxicités des organes à risque. C'est ce qu'on appelle l'index thérapeutique. D'accord? Alors, comme nous l'avons dit, nous le répétons encore, nous pensons que les autorités qui viendront auront l'information que nous disons. Il nous faut absolument, puisqu'il y a 2 centres qui sont prévus, et même au CHU, en attendant, nous donner
les accélérateurs linéaires couplés aux scanners de simulation virtuelle pour rimer à la modernisation, nous donner du matériel de contrôle de qualité pour que les physiciens, avant de faire la dosimétrie, avant de commencer leur traitement, s'assurent le contrôle de qualité et de la machine et du traitement qui sera donné. Et ensuite, à côté, naturellement, il faut une formation du personnel qualifié. Nous avons présenté l'effectif, ce n'est pas assez. Nous avons l'ambition d'avoir 2 autres centres de radiothérapie. Donc, il faudrait qu'on forme suffisamment de radiothérapeutes, des physiciens médicaux et des techniciens. Et ensuite, nous savons qu'en matière de radiothérapie, il est difficile d'avancer, il est difficile d'avoir l'aide permanente de l'Agence internationale de l'énergie atomique si nous ne disposons pas d'une autorité de régulation des sources radioactives. C'est une occasion pour nous d'insister une fois de plus pour que cette autorité voie le jour. Il y a 2 ans de cela, nous en avons parlé à la recherche scientifique. Nous sommes en 2017 et n'a toujours pas vu le jour. Et ensuite, pour la prise en charge globale des cancers, la mise en place d'un programme national de lutte contre le cancer serait le bienvenu. Donc, pour répondre à la question où en sommes-nous, nous sommes repartis à la case de départ puisque nous étions les premiers au niveau de l'Afrique subsaharienne à avoir la radiothérapie. Actuellement, nous n'avons pas de traitement de radiothérapie parce que la machine est en place. Nous souhaitons la modernisation de ce traitement majeur contre le cancer afin d'améliorer les résultats et la qualité de vie, mais aussi cela permettra de réduire les évacuations sanitaires qui coûtent extrêmement cher à l'État. Je vous remercie. Voilà. Après cette peinture triste présentée par le Dr Pala, on peut s'interroger en 2017. Ce que vous avez vu là, combatothérapie, ce sont des images qui datent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu des innovations et nous sommes restés là pour le. Donc le moment est venu. Brice, je crois que ce que tu as dit est tellement vrai que les experts, mesdames et messieurs les experts, je crois que vous ferez fort de nous aider parce que ce maillon important qui est la radiothérapie, s'il n'est pas chez nous, nous aurons du mal à soigner les maladies. C'est pour cela que on s'est dit, est-ce qu'on va baisser les bras? On dit non. On va peut-être développer autre chose en attendant que le problème soit réglé. C'est pour cela que dans le service, nous avons créé une unité de prévention et de dépistage des cancers. Comme vous le savez, la lutte contre les cancers intègre non seulement les traitements, également la prévention et le dépistage. Donc je vais maintenant appeler le monsieur qui s'occupe, le docteur Amela qui s'occupe de cette unité. Je vous sais en passant qu'il est directeur des hôpitaux au niveau du ministère, c'est un de mes assistants, donc c'est mon chef en même temps. Mais à l'hôpital, il est mon élève. Donc je demande à docteur Amela de nous présenter la prévention et le dépistage et de dire un peu ce que tu as fait entre-temps et ce que nous faisons ensemble. Qu'elle nous utilisait, c'est-à-dire la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, nous savons excessivement cher, qui sont assez difficiles pour notre financier. L'une des stratégies, on a la lutte contre le cancer et la prévention et le diagnostic précoce, et l'honneur aujourd'hui. Après avoir introduit ce concept, nous allons le définir, puis vous donner des types de prévention et quelques applications, nous allons parler. Quelques chiffres. Dans le monde, 14 millions de nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2012 avec 8,1 millions de décès. Selon les estimations du Centre international de la recherche sur le cancer, 19,3 millions de nouveaux cas vont être diagnostiqués en 2015. L'Afrique n'en est même pas moins exposé à ces cancers. Il y a 600 000 nouveaux cas par an, avec 500 000 décès. Et le Congo, notre pays, entre 700 et 900 nouveaux cas. Les 700 nouveaux cas que le docteur Peleka vient de donner, il s'agissait des résultats du registre des cancers de Brazzaville. Les éléments de Pointe-Noire et de l'intérieur ne sont pas connus. On estime à peu près à 900 nouveaux cas par an de cancer au Congo. C'est donc un véritable problème de santé.
l'Afrique, malheureusement, est caractérisée par les stades avancés auxquels les patients se présentent au diagnostic. À cela s'ajoute le plateau technique qui est insuffisant. Le docteur Boy va nous dire qu'on a des difficultés même pour la radiothérapie. Ce qui confère à cette pathologie-là un pronostic péjoratif. Or, on connaît certains facteurs étiologiques et les modalités d'installation du cancer chez les patients sont également connues. D'où l'intérêt de la prévention comme moyen de lutte contre ce fléau. Comme y a-t-il donc, c'est quoi la prévention? La prévention, c'est l'ensemble des actions qui empêchent soit l'apparition du cancer, soit la survie des complications, soit la survie des séquelles. Et il y a trois types de prévention: la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. C'est quoi la prévention primaire? Puisqu'on connaît les facteurs étiologiques des cancers, on peut agir sur ces facteurs. Donc c'est l'ensemble des actions qui permettent l'interaction entre les facteurs. Donc d'empêcher l'interaction entre le facteur étiologique et l'autre. Et ceci par le biais parfois de l'information, de l'éducation et de la communication, mais on peut également agir sur les industries qui sont pourvoyeuses de ces facteurs étiologiques, telles que les industries qui fabriquent les pesticides, telles que les industries qui produisent le tabac. Mais on peut également faire la vaccination. Et à la fin, je déroulerai sur ces modalités. La prévention secondaire, ce que nous appelons le dépistage, c'est agir sur la survenue de la maladie. Chez un patient qui a été exposé à un facteur étiologique, vous allez agir avant que le cancer ne puisse s'installer. Ou vous allez agir lorsque le cancer est incipient et un phase clinique n'a pas encore commencé à apparaître. Il s'agit donc des patients qui ont déjà été en contact avec le facteur étiologique. Cette prévention peut être individuelle, c'est-à-dire qu'on le fait chez un individu, ou de masse. Mais lorsque la prévention est de masse, c'est une action politique, c'est l'action du ministère de la Santé qui, lui, une politique de prévention de masse. Alors, dans cette prévention secondaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on recherche soit les lésions préconjurées. Ce sont les lésions qui précèdent la survenue du cancer. On peut également faire des examens pour rechercher le cancer au stade infraclinique. La prévention tertiaire, c'est ce que nous appelons le diagnostic. C'est le cancer au début avec les signes de début, pour éviter évidemment qu'il n'engendre des complications ou des séquelles. Ça se fait soit par bronchoscopie ou à l'imagerie, au moins 6 cliniques. On peut faire une fibroscopie gastrique chez un patient qui a des efficacité. Colposcopie, c'est un petit saignement génital. On peut également faire un scanner. Quelques applications pour que nous fixons nos idées. On sait que le cancer du poumon est dû à près de 95% par la consommation du tabac. Dans le cas de la prévention primaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut agir sur les populations en les sensibilisant sur les dangers dans le tabac. C'est ce que le maître est en train de faire. En augmentant, par exemple, les coûts des bâtons de cigarettes pour décourager les fumeurs. Soit en interdisant de fumer dans les milieux publics. Ce qui se passe en Europe, il y a des zones réservées non-fumeurs pour éviter le tabagisme passif. Soit en assistant de façon psychologique les fumeurs pour les dissuader de ne pas consommer le tabac. On peut également agir sur les fabriques du tabac, comme je l'avais dit avant, en interdisant la publicité, ce que nous faisons d'ailleurs, ou en augmentant les taxes au sein de ces sociétés-là, pour les décourager évidemment à compter un produit. Je vous épargne le fait qu'on interdise à ces sociétés de fabriquer, sinon ils doivent compter le chômage. Voilà, c'est le problème qu'il y avait. Alors, dans le cas de la prévention secondaire et tertiaire, chez un fumeur, on peut faire ou réaliser des examens endoscopiques au moins de signes respiratoires. Devant une touche chez un fumeur, devant une hémoptysie, on peut être emmené à faire une fibroscopie bronchique, à la recherche évidemment du cancer au début. Alors, dans le cas du cancer du col utérin, vous savez que le cancer du col utérin est dû dans près de 80% par un virus qu'on appelle le human papillomavirus. Et je vous rappelle quand même qu'en Europe, le cancer en régression constante, puisqu'ils ont introduit le dépistage et la vaccination, se couple avec de près de 95% la survenue des cancers. Et comme nous avons encore des difficultés à travers le programme national du cancer qui n'existe pas encore, à cela veut dire nous menons quelques actions. Nous sommes en train de battre pour réduire l'incidence de ce cancer. Le professeur vient de vous rappeler qu'avant il était le premier cancer de la femme, maintenant il a régressé à cause des petites actions que nous menons ici dans le pays. Dans le cas de la prévention primaire, comme je disais, on peut faire la sensibilisation. On peut emmener les jeunes filles dans l'éducation sexuelle.
par le biais de l'abstinence, de la fidélité et du port du préservatif. Je rappelle aussi que le HPV se combat majoritairement par voie sexuelle. On peut également réaliser la vaccination contre ce virus. Cette vaccination concerne les filles ou les femmes dites naïves qui n'ont pas été en contact avec ce virus. Le service de cancérologie, qui est une unité opérationnelle dans la hiérarchie, la prise en charge du ministère de la Santé, a introduit la vaccination contre le cancer du col. Pour ce point, moi, je vous félicite pour ça. Alors, on peut faire une prévention secondaire, c'est le dépistage. Le dépistage est ce que nous appelons les lésions précancéreuses, les lésions qui précèdent la survenue du cancer. Et ces lésions sont détectées par le frottis cérébro-utérin qui est le code standard. On a rappelé à Alger que le frottis cérébro-utérin se réalise par des médecins, des pathologistes. Or, vous savez qu'on n'en a pas assez. On en a un seul qui est opérationnel, l'autre c'est mon patron, c'est le directeur de cabinet, il n'est pas sur le terrain pour le moment. Donc, il est très très difficile d'introduire le frottis cérébro-utérin dans le cadre de dépistage des lésions précancéreuses, comme vous l'avez dit, dans la mesure où le plan, non seulement par la limite de la technique, mais également la limite des ressources humaines. C'est pour ça, se basant sur les études de sauvegarde, nous utilisons des tests visuels à l'acide acétique et au bugol. Ces tests sont faciles à réaliser, peuvent se réaliser par les non-médecins. Je rappelle aux professeurs que demain, en collaboration avec le MES, nous allons nous retirer pour 5 jours pour mettre en place le paquet des soins essentiels. Et dans ce paquet de soins essentiels, nous allons également discuter, puisqu'il y a le volet formation dans les structures périphériques. Je crois qu'on va discuter pourquoi, dans quelle mesure on peut vulgariser les tests visuels acide acétique et au bugol. Alors la prévention tertiaire, c'est la colposcopie au moins du saignement vaginal. Toute dame qui a un saignement en dehors des menstrues, ou bien toute femme qui a un saignement pendant la ménopause, doit faire l'objet d'un traitement, d'une approche à la colposcopie. Il faut aller regarder ce col, parce qu'on peut trouver le cancer au stade de début. Pour le cancer du sein, vous savez qu'en Europe, on a bien introduit le dépistage de masse. On réalise la mammographie chez les dames entre 50 et 74 ans. Mais, puisqu'il y a plusieurs facteurs étiologiques pour le cancer, il y a également dans ces facteurs, il y a des facteurs génétiques, on peut être amené à réaliser la mastectomie préventive. L'image ici qui nous vient tout le temps en tête, c'est l'actrice américaine à qui on a retrouvé des modifications génétiques du gène BRCA et chez qui on a réalisé une mastectomie préventive. Et on peut également étudier les populations à faire ce qu'on appelle l'autopalpation du sein à la recherche d'un nodule. Et dès qu'on a un nodule, lorsqu'il est petit, on est sûr que la pathologie est encore locale et ça nous permet donc de faire un test précoce et donc un traitement efficace. Pour le cancer de la prostate, on peut faire un dosage de PSA associé à un toucher rectal et une écho-endoscopie à la recherche évidemment de ce cancer prostatique. Donc je disais que la prévention constitue une stratégie indispensable dans les politiques nationales de lutte contre le cancer. Vous savez que, in fine, la réduction de l'incidence de cette maladie et de sa mortalité, c'est une maladie grave, et également permettra la réduction des coûts élevés de sa prise en charge. Je vous remercie. Bien, donc nous arrivons au terme de cette conférence. La question qu'on doit se poser est celle-ci. Sommes-nous capables de soigner les cancers à Brazzaville, je vais dire au Congo? La réponse est mitigée. Mitigée parce que, comme je l'ai dit au départ, on n'a pas été capable de s'arrimer à la modernité, l'innovation. Il nous manque beaucoup de choses sur le plan des maillons thérapeutiques. Le docteur peut parler de la radiothérapie. La radiothérapie est un élément très important dans la chaîne du traitement. Quand on prend le diagnostic, il nous manque également beaucoup de choses. On a parlé de l'angiopathologie, le diacabène est sur place. On commence à balbutier un peu sur le plan de l'immunohistochimie. On commence tout doucement. Je crois qu'on va y arriver. Et enfin, il nous manque les médicaments. Dieu seul sait si c'est difficile d'avoir les médicaments anticancéreux. Heureusement qu'il y a sur le marché aujourd'hui des médicaments génériques. Même avec les génériques, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas l'assurance maladie dans ce pays. Les parents doivent payer les médicaments pour leurs proches. Je vous cite un exemple. Un enfant atteint de ce sarcome
14 ans. Les parents ont 8 enfants, il est le 4e. Les parents ont vendu leur maison pour s'occuper de cet enfant-là. Mais l'enfant est mort. Ils se sont retrouvés locataires. Vous voyez, donc ça nous prend des bombes de conscience. Alors que s'il y avait la sorte maladie, on aurait donné les médicaments. Si l'enfant décède, bon, on aurait fait le maximum, donc il est parti. Donc c'est pour dire que nous avons d'énormes difficultés. Et votre présence parmi nous arrive à point nommé. Je sais que vous n'avez pas les moyens de nous donner des accélérateurs aujourd'hui, mais vous pouvez repercuter notre doléance, notre souffrance. Parce que tous ceux qui travaillent autour de moi, tous ces jeunes, parce que moi je suis un ancien maintenant, je vais partir. Je voulais avant de partir leur laisser la radiothérapie. Est-ce qu'il n'y a que la radiothérapie où les techniques avancées diminuent ce chimie? Non. Je crois qu'on peut être un peu plus ambitieux, un peu plus audacieux. Un homme qui n'a pas d'ambition est un homme mort. Et moi, je suis un homme ambitieux. Monsieur Dicap, je voudrais ici, avec la permission des uns et des autres, que vous traduisiez nos doléances auprès de Madame la ministre, qui fera le relais auprès du Premier ministre, et lui-même parlera au chef de l'État. Nous avons besoin d'un centre anticancéreux. Si le Gabon en a un, si la Côte d'Ivoire va en avoir un, si le Burkina Faso va en avoir un, il n'y a pas de raison pour le Congo, qui est un pays pétrolier, n'ait pas de centre anticancéreux. On n'a pas de Congo, on n'a pas de Patra. Je me ferai fort de vous accompagner, mais en fait, on ne peut plus faire la cancérologie seul. Celui qui prétend être cancérologue seul et soigner un malade seul n'a rien. Nous avons besoin des chirurgiens, même quand ils ne sont pas des chirurgiens oncologues. Mais dès lors où on levait un sein, ils nous ont donné un coup de main. Comme les urologues, nous avons la chance d'avoir dans ce pays des hématologues. Donc, ils nous ont pris une partie de la pathologie. Mon service ne s'occupe quasiment plus des leucémies et des lymphomes. Tout ça est géré par le professeur Elira et son équipe. Donc, on a progressé. On a des résultats qui ne sont pas encore très bons. Mais on sent comme un frémissement. Ce que j'ai connu il y a 30 ans a beaucoup changé. Il y a 30 ans, ils mouraient tous. Comme disait France Fanon, nous mourrons tous. Aujourd'hui, on arrive à guérir 2 sur 10. C'est déjà pas mal. Mais déjà, on serait d'arriver à 3 4 sur 10. Donc, mesdames et messieurs les experts, je voudrais vous remercier pour être venus au Congo-Brazzaville. L'État Brazzaville, capitale du Congo, Brazzaville, capitale accueillante. Je crois qu'après tout notre tralala aujourd'hui, nous allons nous retrouver autrement dans notre environnement pour continuer à échanger. On va continuer à échanger. Vous ne voulez pas échanger? On va continuer à échanger avec les experts. Comme ça, hein, monsieur Oupé n'est pas là. Je sais que je n'ai pas de 12 mètres. Mais si je m'amuse à faire un carotique, il est bon. Donc ne pleure pas. Voilà, monsieur, je voudrais remercier les uns et les autres pour nous avoir écoutés. Monsieur Dicap, je me permets de vous passer le micro. Soyez prêts. C'est moi qui anime le débat. Vous avez compris. Bien, d'accord. Bien, après donc cette présentation de l'équipe du professeur Fambon, on va chauffer la salle par des échanges, des points de vue. Mais j'aimerais, avant que vous échangez, donner le micro à mon collègue, le directeur de cabinet, le ministre de la Justice, sur les aspects réglementaires. Merci, monsieur le directeur de cabinet, et bonjour à tous, bienvenue. Je suis le directeur de cabinet du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion de magistrat. Et je voudrais, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été dit, notamment une requête qui a été formulée, notamment sur la nécessité d'avoir une loi portant réglementation en stade de l'application nucléaire. Je nous fais tant fort de vous informer que les travaux d'élaboration du projet de citament provisoire ont été sur le 23 avril 2017. Donc nous sommes suffisamment avancés. La prochaine phase qui arrivera probablement, c'est celle de l'avis de la Cour suprême qui devra nécessairement statuer sur la conformité de ce citament projet de loi à la Constitution. Car vous savez très bien que si on ne le fait pas, si on ne sollicite pas l'avis de la Cour suprême, on court le risque de prendre une loi qui sera inconstitutionnelle. Donc il y a déjà. Sur ce point, je veux donc assurer les uns et les autres, notamment le docteur Poiré-Pala, qui a posé le problème, je crois, de cette problématique de l'absence de la loi dans le cadre de la question de la
Voilà, c'est ce que je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner le micro à mon ami Farid. Merci, professeur Kassam, et merci, professeur Pambo, et bienvenue tout le monde. Et je vous remercie de cet accueil très chaleureux. Je suis très heureux d'être ici au Congo pour parler de cette mission impact et de pouvoir profiter de votre présence dans la salle avec l'équipe d'experts. J'espère qu'on pourra poser quelques questions. Oui, allez-y. Voilà, je vais laisser la parole aux experts directement. J'ai quelques questions, mais je pense qu'ils vont poser. Ils peuvent mieux les poser que moi. Et donc, je vais leur laisser la parole. Qui veut commencer? Je vais à élaborer justement quelque chose de plus structuré, parce qu'actuellement, je travaille par an. Mais d'avoir quelque chose de plus structuré qui puisse être présenté et finançable. Parce que tous ces programmes doivent rentrer dans un programme structuré du ministère de la Santé pour qu'on puisse savoir quel est le continuum dans lequel on s'engage. Et je pense que la revue du secteur de la santé prend en compte tous ces éléments. Et nous militons dans ce sens de gagner des actions spontanées. Il faudrait développer des programmes pérennes qui pourraient aider à rêver de façon pérenne dans le domaine de santé. Encore merci beaucoup, soyez rassurés pour moi. Il y a Farid qui reprend de l'autre côté au coin. Professeur. Si vous permettez, je n'ai pas une question, je vais plutôt une réponse. Alors, je m'appelle Vassili Karamidou, je représente l'AIEA, la division de la sûreté radiologique. Alors, je voudrais vous assurer que l'AIEA est vraiment au courant de votre besoin de pays, d'avoir la radiothérapie et la radiodiagnostic, la médecine de l'air également. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi. Mais on sait aussi bien que l'utilisation du rayonnement peut provoquer des accidents et peut avoir des conséquences graves pour les travailleurs, les patients et l'environnement. Donc, les États membres de l'AIEA, et pas l'AIEA, et Congo est un État membre, a décidé que peut donner au pays, dans tous les pays, de l'équipement avec des sources de rayonnement une fois que leur utilisation est assurée, justement pour ne pas avoir des accidents ou des conséquences sur la vie, etc. Donc pour ça, c'est nécessaire d'avoir le cadre gouvernemental, réglementaire et législatif pour le contrôle des rayonnements. Ça veut dire une loi, des réglementations et une autorité bien indépendante avec le personnel, les ressources qui peut faire l'autorisation, l'inspection, des mesures de correction, etc. Donc, c'est pas que l'AIEA ne comprend pas vos besoins sur ce domaine-là. Donc, je vous prie vraiment de travailler ensemble, vous et nous, pour faire tout ça. C'est pour ça que dans la salle, vous avez 4 ministères, ici. Oui. Vous avez le ministère de la Justice, avec tous les directeurs généraux qui sont là. Vous avez le ministère de la Santé, avec tous les directeurs généraux, le cabinet, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, vous voyez que c'est un problème qui nous tient à cœur. Oui, merci professeur. Pour ajouter deux mots à ce que vient de dire ma collègue Vassiliki, le programme de coopération technique, là je parle en tant que fonctionnaire de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et j'ai mon collègue ici qui est chargé de programme dans le département de coopération technique. En 2016, il y a 25 millions de dollars qui ont été destinés à l'Afrique par le programme de coopération technique de l'AIEA. Le Congo ne peut pas y accéder parce que l'infrastructure n'est pas mise en place. L'infrastructure de sûreté radiologique n'est pas mise en place.
Tant que la loi nucléaire n'est pas approuvée, que l'autorité n'est pas créée, une autorité indépendante, j'insiste sur ce point, et avec les ressources nécessaires, on ne peut pas aller de l'avant. Votre plaidoyer pour l'accélérateur linéaire, on peut prévoir à travers notre NLO, notre National Liaison Officer, notre officier national de liaison, le docteur Chris Gayat, on peut prévoir un projet dans le futur pour vous assister en ce sens. Mais tant que l'infrastructure n'est pas là, on ne peut pas aller de l'avant. C'est un préalable et c'est un des objectifs principaux de cette mission. De vous sensibiliser sur cet aspect. Je sais que la loi, je pense que M. Gaspard est dans la salle, quelque part. Ils sont en train de... Oui, et la loi est prête. Et que donc, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais low hanging fruit, c'est-à-dire un fruit à cueillir. Parce que ça vous permet d'accéder à l'assistance de l'agence. Voilà. Je pense, Elisabeth, tu avais des questions. Vous voulez Intervenant, allez-y, oui, bien sûr, donnez la parole. Merci, messieurs, mesdames, bonjour. Je m'appelle Elisabeth Wegerpass. Je travaille pour les gouvernements norvégiens normalement. Je suis responsable du service de dépistage et prévention du cancer et aussi des recherches. C'est un grand plaisir d'être ici. J'ai des petites questions sur les vaccins HPV. Parce que je sais que vous avez fait 2 études pilotes qui ont été beaucoup de succès dans 2 provinces, si j'ai bien compris, à peu près 5000 adolescents, des enfants vaccinés à âge 9 et 13 ans. Et après ces programmes-là, vous avez fait des plans éventuellement pour implémenter les vaccins HPV au pays. Ma question, je ne sais pas si c'est à vous ou à qui exactement, est où est ce plan-là? Est-ce que vous avez des plans concrets pour faire la vaccination HPV dans les adolescents au pays? Quand, comment, est-ce que vous avez les budgets, comment ça va se faire? Parce que si j'ai bien compris la situation, vous n'êtes plus éligible pour Gavi, ce qui vous pose encore une difficulté additionnelle. Un petit exemple, en Norvège, que c'est un pays assez riche, on vit aussi du pétrole, pour faire l'implémentation, il nous a pris 5 ans pour planifier les budgets, approuver les budgets et préparer toute l'infrastructure pour vacciner aux écoles. Parce que c'est là, on a toute l'évidence dans plusieurs pays que c'est vaccinant à l'école que ça marche. C'est la façon la plus sûre de faire la vaccination. Ça, c'est très important. Parce qu'au contraire de toute la partie radiologique, vous avez maintenant la possibilité de le faire au plus tôt possible. Parce qu'on a les vaccins au marché, on sait comment vacciner les filles. Alors, vous avez tout pour le faire. Et vous avez une opportunité très concrète de diminuer la souffrance du cancer par ce vaccin. Je vous prie de dialoguer un petit peu sur ça, monsieur. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, il y a 3 ans, une ONG nous a offert les vaccins. Nous avons vacciné les enfants à Oyo. Et la Fondation pour l'assistance a emboîté le pas, a vacciné les enfants dans la Lituanie, et puis plus rien. Il y a quelques mois, on a eu la chance d'avoir quelques vaccins, un petit lot, et je dis, bon, pour pousser le gouvernement de la République à introduire le vaccin dans le programme de la vaccination, dit, on va faire de la vaccination contre l'HPV une offre de soins dans mon service. Ça veut dire que les enfants viennent dans le service, sont vaccinés dans le service. Donc, le vaccin, nous le vendons à 15 000 francs CFA pour nous permettre d'acheter notre vaccin et continuer à rendre pérenne l'activité jusqu'à ce que le gouvernement de la République prenne en charge, prenne le relais. Mais ce n'est pas facile. Là, je parle sous le contrôle de notre cabinet et nous échangeons régulièrement. Mais le combat, c'est celui-là. Vraiment faire en sorte que le gouvernement de la République comprenne qu'on doit vacciner les filles contre l'HPV. Peut-être de même les jeunes garçons aussi. Puis on a été à vacciner les enfants contre l'hépatite B. Contre la rougeole, pourquoi on ne le ferait pas? C'est vrai qu'on n'est plus éligible pour chez Gavi. En fait, on va redevenir éligible. Il faut qu'on fasse tout pour redevenir éligible. Si on devient un pays pauvre. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire en sorte qu'on redevienne éligible. Mais en tout cas, le combat, c'est pousser le gouvernement à introduire le vaccin dans le programme élargi. Je ne sais pas si je commets une faute en le disant, je parle là sous le contrôle de la présidente. C'est ça le combat. Parce que le jour où nous aurons installé ce vaccin dans le programme élargi, je peux aller m'asseoir. Je dis, bon, dans 20 ans, si je suis là,
J'ai une relève intéressante. Non. Le programme d'intégration, c'est pour ça que j'étais en train de regarder si Nombre était là. Non, le vaccin intégré est en voie d'introduction, il n'y a aucun problème. Ça a été, je parle là sous le contrôle de la Direction générale de la population qui est au fond de la salle. En revanche, pour les critères d'éligibilité par rapport à Gavi, Madame la représentante est mieux placée ici, les négociations sont de bon train. Nous avons eu certaines facilités, mais je pense que on vous donnera beaucoup de détails là-dessus. C'est une sortie qui est assez en douceur, élégante, et ils étaient ici, nous sommes en train de pouvoir regarder cela. Ce n'est pas pour nous quelque chose de difficile. En revanche, par rapport à la vaccination anti-HPV, ce qui est rassurant, c'est que les quelques études préliminaires qui ont été faites au Congo sur les souches rassurent que les vaccins actuellement en commercialisation sont bel et bien applicables chez nous. C'est-à-dire qu'en termes de souches, c'est-à-dire que le champ de compétences ne pose aucun problème. Donc ça, c'est assez rassurant. Plus de 80% sont des gens qui seront éligibles à ces deux vaccins. Et ça, c'est un. Deuxièmement, pour le programme de vaccination, il n'y a pas un programme spécifique anti-HPV, mais le PEV congolais, je l'ai dit avec force et vigueur, je crois que c'est l'un des meilleurs. Il semblerait que c'est l'un des meilleurs dans l'espace francophone, parce que c'est un programme qui est très structuré, qui a des personnes, des ressources humaines tout à fait compétentes. Je reviens sur les préalables. Lors de la téléconférence avec Farid et l'OMS, nous avons dit ceci, que la mission, pour valider la mission Impact, c'est AEA et experts, il fallait présenter des signes, des indices. La loi, le programme national de lutte contre le cancer, et maintenant le projet de création de la Ligue nationale contre le cancer, mais surtout la ressource humaine. Parce que nous avons une école de formation, la première école de formation des cancérologues en Afrique francophone. Nous sommes la première. Nous avons des services en plein développement, mais également nous avons un projet politique, celui des 12 hôpitaux, dont 2 ont été consacrés à la cancérologie. Et vous avez visité l'hôpital de Congo. Nous avons quelques petites difficultés. Le PIB a baissé d'un cran. On croise les doigts, ça va remonter. Mais la volonté politique institutionnelle est totalement exprimée. Et donc, ces préalables-là, on pourra les lever d'un moment à un autre. Et votre arrivée ici n'est que la traduction de cette volonté politique institutionnelle. Et donc, évidemment, nous attendons votre arrivée pour que ceci avance. C'est ce qu'on s'est dit, d'où votre présence ici. Donc, on peut rassurer M. Farid. Tout est rassuré. Alors, madame, je crois que vous êtes une autre personne. Docteur Mabiala, il faut parler avec madame. Elle peut peut-être nous donner un petit coup de main aussi, on ne sait jamais. Y a-t-il d'autres intervenants? Voilà. Merci beaucoup de me passer la parole. Moi, je suis professeur Keita Namourou. Je suis gynécologue. Et puis, au cours de cette mission AIOA, je m'occupe du versant planification. Alors, ma question est la suivante. Où en est-on du plan national de lutte contre le cancer? Ce plan existe-t-il maintenant? Est-ce que sa mise en œuvre a commencé? Est-ce que dans ce plan, il y a des composantes? C'est-à-dire, est-ce que ce plan est tout seul ou bien il est intégré au plan national de lutte contre les maladies non transmissibles? Ça, c'est la première série de questions. La deuxième question, est-ce que dans le plan, il y a une stratégie nationale de lutte contre
le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, qui sont des cancers qui sont très fréquents dans nos différents pays. Et la troisième et dernière question, où en est-on de la prévention du cancer colorectal et du cancer de la prostate? Voilà les questions que je voudrais soulever et peut-être qu'on en discutera un peu plus demain dans la journée avec les spécialistes. Merci. Je vais avoir un début de on va prendre la dernière question et après je vais faire intervenir nos experts qui sont dans la salle. Du cancer colorectal, c'est très difficile de faire la prévention. J'ai cru que vous voulez parler du dépistage du cancer colorectal. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé. On est en train pour parler avec une des pharmacies de la place pour qu'on donne le test hémoculte. Ça coûte plus cher, ça ne coûte plus rien du tout. On va l'intégrer dans l'unité de dépistage et de prévention des cancers de mon service. Donc ça va se faire. Maintenant, pour la prostate, vous savez qu'on ne fait pas de dépistage de masse. C'est un dépistage individuel. Bon, ça a commencé aussi, il y a des gens qui viennent nous voir pour se faire dépister, mais il faut tout tenir compte des barrières culturelles. Vous savez, chez nous, la maladie, c'est toujours un mauvais sort qu'on jette sur quelqu'un. Et puis quand on se sait malade, le plus souvent, on fuit l'hôpital. Et quand on revient, c'est vraiment à l'essai tardif. Donc on fait attention, quand on dépiste, qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on prend en charge immédiatement? Si on prend en charge, qui paye? Vous voyez, il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir avoir en vue. Donc, dépistage du cancer du sein, on va commencer. Nous, on a carrément, on va abaisser l'âge. Hein. Je crois qu'on va commencer à partir de 40 ans. Plus la moyenne d'âge chez nous est de 38-42 ans. Donc, on va abaisser l'âge. On n'a pas la même épidémiologie que l'Europe. Le col, ça se fait. Vous-même, vous avez animé une formation ici. Encore, je voudrais vous remercier pour cela. Le côlon, je vais commencer. Parce que moi, je suis en train de passer la main. La prostate se fait. Voilà. Maintenant, pour le reste, je passe la parole. Oui, il y a dans la salle, j'ai le conseil santé qui est là, le professeur Atikou Ibarra, qui a été... Juste une seconde. Une dernière intervention de la part d'un expert et puis je laisse les autres. Oui, d'accord. Bonjour, merci. Je suis Luis Córdoba de Chili, je suis oncologue radiothérapeute. Je voulais vous encourager. On a pu visiter un peu l'hôpital, on a fait connaissance des gens qui travaillent là, on a vu les capacités du Congo. Et je pense que vous êtes pas mal barré comme vous pensez. Vous avez ce qu'il faut en termes des expertises, des gens, des compétences, que c'est la chose la plus difficile à avoir. Et il faut développer un peu plus, bien sûr, ça nous sommes tous conscients, mais le reste, c'est des moyens économiques. Et ça, vous pouvez l'avoir. Mais les compétences des gens, vous l'avez. Donc il faut pousser là-dessus un peu plus. Et vous allez avoir un service d'oncologie comme il faut. Donc, pas de détresse, je vous encourage à continuer. Merci. Bon, on peut applaudir quand même. On a totalement changé le service, il faut applaudir quand même. Bonjour. Moi je suis professeur Youssef, je suis spécialiste en médecine nucléaire, je travaille à Alger. Je voulais juste intervenir sur deux ou trois points. Le premier point, donc, si on commence à réfléchir sur un projet de radiothérapie maintenant d'un centre de lutte contre le cancer, il ne sera prêt que dans 4 ans. Donc ça n'empêche pas déjà de réfléchir à la mise en place d'un centre, de commencer les études en attendant de voir face. Le deuxième point, un des bénéfices de l'avoir, c'est qu'en dehors de la coopération avec l'agence, vous avez un développement en termes d'imagerie qu'on a déjà commencé à voir. Le nombre de scans est en train d'augmenter. Vous avez la radio conventionnelle, donc il faudrait quand même faire une régulation, réglementation pour pouvoir permettre aux travailleurs de travailler dans de bonnes conditions et de réduire les doses de l'opération. Troisième point, je pense que le cancer, c'est bon. Le diagnostic est important.
Et pour cela, il faut former. Il ne faut pas hésiter. Le boulot d'étranglement observé en impact, parce que je pense qu'il faut encourager la formation, il faut en faire une priorité nationale. C'est également le cas pour les endoscopistes. L'endoscopie est absente aussi. Également pour les radiologues, pour les techniciens en radiologie. Donc c'est un programme qui est vaste et qui doit s'appuyer sur la formation, comme vous l'avez si bien fait en oncologie. Je pense qu'il faut l'étendre à toutes les spécialités pour vous permettre d'être prêt d'ici 3, 4 ans, 5 ans, d'avoir des ressources suffisantes pour avoir une approche cohérente dans le cadre de votre campus. Merci. Donc je disais que je vais d'abord passer la parole au directeur général de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies pour aborder les aspects liés aux normes et procédures, mais surtout à la lutte contre les maladies non transmissibles, y compris le cancer. Merci beaucoup. Je suis le docteur Lambert Kitemo, je suis médecin de santé publique. J'ai la responsabilité de diriger la direction générale de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies. On peut déjà rassurer beaucoup de nos experts d'ici présents que le Congo dispose déjà de certains documents. Nous avons la politique nationale contre les maladies non transmissibles, qui date de moins de 4 ans. Nous avons aussi une stratégie nationale de lutte contre la tuberculose, contre le cancer, 2013-2017. Nous avons eu ces différents textes, mais comme vous le savez, dans le plan stratégique de lutte contre le cancer, nous avons prévu la création du programme national de lutte contre le cancer en tant que structure et institution. La loi, le décret est en cours. Au niveau du secrétaire général de la présidence, donc d'ici là, nous aurons cette institution créée. Donc vous voyez que sans programme, il est très difficile de structurer la lutte contre le cancer au Congo. Il faut cette structure pour pouvoir aller dans un cadre bien programmé, de telle sorte que les efforts ne sont pas éparses. Voilà ce que je pourrais apporter comme contribution. Monsieur le conseiller, la question est de savoir est-ce qu'on a pris en compte les composantes des autres organisations? C'est lui l'un des acteurs. Le conseiller à la santé. Je suis Blaise Béliat, conseiller à la santé, ministre de la Santé et pathogatron. Je vais apporter quelques éléments de réponse concernant le dépistage cancer du côlon. C'est que nous ne faisons pas de dépistage de masse. On a des états précancéreux, notamment le Covid, qu'on continue à surveiller par la coloscopie. On a le dépistage familial du cancer du côlon chez les patients cancéreux du côlon, chez leur ascendant, bien sûr. On est obligé de faire des coloscopies systématiques chez les patients chez les enfants ou les descendants chez lesquels on a découvert le cancer du côlon, chez leurs parents. Et le problème surtout, c'est le problème du plateau technique, notamment de l'endoscopie. Même s'il n'y a pas d'endoscope au CHU actuellement, on a des structures privées qui possèdent des machines d'endoscopie de haute qualité qui permettent non seulement de traiter les états précancéreux, mais aussi de faire le suivi et le dépistage des cancers chez les ascendants. Alors, concernant les documents sur la création du programme national de lutte contre le cancer, je pense que le document est fin prêt parce que tout le travail a été fait, initié par les experts, revu par les services juridiques, non seulement du ministère de la Santé, mais aussi de la primature. Donc les documents sont sur la table du gouvernement. Je pense que d'ici, avant la fin de l'année, le programme sera mis en place. Monsieur le conseiller juridique, vous n'avez rien à dire, donnez-nous ce tour, rassurez nos partenaires. C'est lui Il faut rassurer tout le monde. Oui, c'est pour montrer que tout le monde est là. Mais c'est juste confirmer ce qui venait d'être dit par les prédécesseurs. Bon, vous savez, le médecin parle. Il est juriste.
Le médecin parle dans sa scientificité et il faut que le juriste prenne le relais. Et parfois, il y a un décalage entre ce que dit le médecin et ce que le juriste doit traduire. Et nous, les juristes, généralement, c'est vrai qu'il y a des services d'urgence dans les hôpitaux. Mais le juriste n'aime pas l'urgence. Parce que l'urgence réduit, n'est-ce pas, la réflexion. Mais il y a toujours des points d'accord. La médecine ne peut pas évoluer son texte. Il faut des textes pour encadrer l'action de la médecine. Et c'est là où nous nous retrouvons. Et c'est pour ça que nous travaillons tous ensemble. Et aujourd'hui, je puis vous affirmer que les textes sont très, très avancés. Aujourd'hui, peut-être une autre médecine, s'il n'y avait pas les perturbations de l'agenda gouvernemental, ces textes, notamment le texte sur le programme de lutte contre le cancer, devait être signé. Il est très évolué et en ce moment-ci, il est dans une autre instance, c'est-à-dire qu'il a quitté le cabinet ministériel. Il se retrouve maintenant au secrétariat général du gouvernement, qui est le conseil du gouvernement. Donc, c'est une affaire de temps, comme l'a dit le conseiller. Dans peu de temps, ça devrait être fait. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, celui qui est le garant de la réglementation. Monsieur Farid. Oui, mais et il y a un proverbe latin qui dit strictamente reparant, qui veut dire la basilique, et les paroles s'envolent, les décrets restent. Les décrets restent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Oui, je voulais juste, dans la procédure, dire deux choses. La première chose, c'est que c'est en 2012 qu'il y a eu la déclaration de Brazzaville à l'UMS Afro sur les maladies non transmissibles. Et aussitôt, le ministère a diligenté la rédaction du plan national de lutte contre les maladies non transmissibles, duquel on a dégagé deux plans pour dire que c'était un plan qui était à l'époque déjà surtout comme prioritaire. Le plan national de lutte contre les AVC, qui a permis, outre le travail sur la liste des médicaments essentiels dans lequel on a incorporé les médicaments hypertenseurs, dans la construction d'un centre d'unité neurovasculaire, une première approche, une deuxième qui va être construite à point. Et dans le même effort, en 2013, il y a eu donc ce plan de lutte contre les cancers, dans lequel se trouvent toutes les activités qui sont faites en ce moment. Le problème de l'institution, c'est qu'un plan n'est pas inscrit dans une ligne budgétaire. Et c'est le décret qui est présidentiel qui vous permet de faire le plaidoyer pour mobiliser les ressources pour cela. C'est pourquoi il a été demandé de rapidement aller ce programme. Comme vous dites, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je crois qu'il est bon que le DGLM mette à disposition le plan de contamination transmissible dans lequel il y a une composante cancer, le plan sur les cancers, qu'on leur remette, et même le projet de décret. Je les sais déjà. Ah, il les ont déjà. Bon, alors, je veux donner par une chose. Vous avez dit qu'il faut une autorité de régulation qui est indépendante. Alors, oui, la loi, ça va aller, on nous a rassurés. L'autorité, je me lève. Là, je parle aux Congolais en leur racontant une histoire. Il y a 20 ans, le gouvernement japonais voulait financer la recherche sur les virus simiens qui se seraient transformés pour donner le HIV. Et pour avoir accès au financement, il fallait avoir un comité d'éthique. Le Congolais s'est retrouvé, connaissant qu'il s'agit, avec des amis d'Afrique de l'Est. Personne n'avait encore de comité d'éthique. Notre collègue africain d'Afrique de l'Est a téléphoné à la Secrétaire générale de la Santé en disant « Je veux une liste de comités d'éthique ». La liste a été faite, elle a été signée, elle a été faxée, et ce pays a eu le financement du Japon. Donc c'est dire que on ne va pas faire comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est possible. Donc lorsque nous aurons le modèle, Madame nous aidera, d'une autorité de régulation, c'est là l'élément de cette autorité, nous pourrons. En tout cas, vous nous aiderez à ce qu'on la mette en place assez rapidement. D'accord. Voilà.
Merci. Donc, je pense qu'on est en train de faire déjà cerner le problème congolais. Je rappelle que nous venons de faire 5 jours, semaine scientifique congolaise sur la cancérologie. Et là, nous allons faire encore 5 jours. Je pense que si on n'a pas cerné le problème cancer au Congo, il n'y a plus d'autres occasions. D'accord? Et est-ce qu'il y a encore d'autres avis? Kayat. À la coopération au ministère de la Recherche scientifique et surtout, point focal, Agence internationale de l'énergie atomique, ici qui est l'AUA. Moi je voudrais aujourd'hui, j'ai un sentiment de joie, un sentiment de bonheur pour voir que le Congo est en train de faire des pas importants dans le cadre de la coopération technique entre l'AUA ici et notre pays. Vous savez, le Congo est membre de l'AUA depuis 2009. Et le Congo n'a eu le point focal qu'en 2014. Vous voyez qu'on a tergiversé autour, il faut le dire, comme le directeur l'a dit. Aujourd'hui, on a un point focal et on travaille de manière acharnée avec l'agence sur une base de la coopération technique. Et aussi, bien entendu, au niveau de l'agence, il n'y a pas que la coopération technique, il y a autre chose, on ne va pas en parler ici. Vous avez bien compris le message ici que tout le monde a donné. Je voudrais vraiment féliciter tous les présentateurs. La qualité de présentation a été de très haut niveau. Le message a été très clair. Et on a bien compris que le Congo a besoin. Si nous voulons bénéficier de la coopération technique, mesdames et messieurs, le DIRCAB l'a dit, Farid l'a dit, il faut une loi. La loi est déjà prête. Mais tous ensemble, on doit pousser que cette loi passe au niveau de la Cour suprême, que ça passe au niveau de l'Assemblée, puis au niveau du Sénat, que ça soit promulgué par le président. C'est sur cette base de loi ici ça va découler un certain nombre de décrets d'application qui va ici porter certainement le fonctionnement et la création de l'autorité ici nucléaire indépendante. Attention, j'ai bien entendu que ici on ne parle pas de l'autorité qui sera sous le ministère de la Santé. C'est une autorité qui va regrouper en matière de réglementation de la sûreté et la sécurité nucléaire, surtout la sûreté radiologique. Donc il faudrait que vous le compreniez, une autorité indépendante qui peut être sous le Premier ministre ou sous le Président. Ceci est important. Lorsque nous aurons ces autorités, lorsque nous aurons cette autorité, eh bien, nous bénéficierons de tous les avantages, je pèse mes mots, tous les avantages de la coopération technique avec l'AUA. Et bien entendu, encore une fois de plus, nous travaillons ensemble pour que le Congo puisse aller de l'avant et que tout le monde mette la main à la pâte. Merci beaucoup pour les experts et encore pour les experts du ministère de la Santé et de la Population. Merci. Je vous remercie. J'ai justement intervenu sur la question législative et réglementaire, parce que je m'en occupe. Et je n'étais pas, excusez-moi, à Paris lorsque vous avez commencé cette intervention. Alors, s'agissant aussi de la question législative, je crois que le directeur de cabinet vous a fait part de la discussion, certainement, il manque pour vous faire part de quelque chose. Je vais intervenir ici étant expert dans la matière pour que les gens comprennent et sachent exactement la problématique qui est là. Et au niveau de la législation, réglementation nucléaire, les choses ne se font pas comme ça. Nous avons des principes et des normes au niveau international que nous devrions traduire à la texte, etc. Dans l'autorité de réglementation, et oublier l'organisme de nom appliqué, c'est l'organisme de réglementation. Ayant signé la République du Congo, bien sûr, ou adhéré à l'AUA, au statut de l'AUA, et puis aux autres accords au niveau international, notamment, nous avons l'accord sur des garanties. Alors, dans l'accord de garantie, la République du Congo fait également promotion des recherches en matière de santé et tant d'autres. Et aussi, de l'autre côté, il faudrait faire la réglementation en la matière. Au niveau de la réglementation, l'organisme de réglementation est un organisme indépendant. Des organismes ou des entités qui font promotion de la technologie, des techniques et des applications nucléaires. C'est-à-dire l'organisme de réglementation est un organisme qui réglemente, c'est-à-dire qui contrôle, qui fait la réglementation et qui les applique à l'endroit de tous ceux qui y sont des entités ou tous qui font promotion des applications et puis tout ce qui concerne le nucléaire. Donc ici, cette chose est très importante pour que nous comprenions cette problématique de l'organisme de réglementation. Alors l'organisme de réglementation dans le monde entier, bien dans ce
concerne l'AEA, le travail avec Ola et tant d'autres, l'organisme peut être sous tout un ministère, mais qui ne fait pas promotion. Alors, parce qu'il faut qu'on contrôle, qu'on regarde comment la santé qui fait promotion essaye de travailler, essaye d'agir. Comment la recherche qui fait promotion, comment les mines, etc. Donc c'est très important cette question. Si un organisme de réglementation n'est pas mis en place, comme l'a dit mon très cher aîné Kayat, que le Congo ne pourrait pas bénéficier d'aide, de tout ce qui est supplémentaire. C'est très important, justement, j'avais besoin d'apporter une clarification. On fait promotion et on devrait également réglementer pour protéger la population, protéger l'environnement aquatique, terrestre et atmosphérique, et puis également les patients et puis les médecins, comme l'a dit mon frère Brice. Donc c'est dans ce petit cadre simplement que j'ai voulu intervenir, parce que je crois que vous avez assez compris, et alors moi je vous remercie. Merci, Gaspard. Bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose